Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la grande interview Tomcat Factory. Après les CEO de Aircall et Fox Intelligence, nous avons la grande chance aujourd'hui de recevoir Frédéric Renaudot, CEO et fondateur de The Plug. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors The Plug, c'est une société qui a été fondée en 2014, qui s'est donnée pour mission de faciliter la recharge électrique des véhicules des particuliers en copropriété et en entreprise, grâce à un modèle sans frais pour les copropriétaires, inspiré des modèles du câble ou de la fibre, où ce sont seulement les utilisateurs qui payent. Il y a plus de 11 000 copropriétés, je crois, installées aujourd'hui sur du The Plug. La société est présente en France, aux États-Unis et bientôt dans 3 autres pays européens. On va en reparler juste après. Plus de 250 personnes qui travaillent chez The Plug aujourd'hui. Et surtout, une levée de fonds de 240 millions d'euros qui a été réalisée à la fin de l'année 2022 et qui a permis à The Plug de rentrer dans le Next 40. Donc, magnifique trajectoire. Et donc, on est ravis de pouvoir en savoir plus avec Frédéric aujourd'hui. Alors, Frédéric, la première question que je voulais te poser, si on prend un petit peu le début de l'aventure The Plug, quand tu décides de te lancer, donc on est à peu près en 2014, qu'est-ce qui te pousse à te lancer d'abord dans l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même une sacrée décision, et qu'est-ce qui te pousse à lancer plus spécifiquement l'aventure The Plug? En fait, comme beaucoup de gens, en fait, quand on travaille dans un job assez classique de salarié, c'est la quête de sens. Moi, c'est ça vraiment qui m'a poussé. J'avais envie que, au moins une fois dans ma vie, je sois réellement utile à la collectivité. Non pas qu'on ne l'est pas en tant que salarié, mais de pouvoir me dire, ben voilà, j'ai fait ça, j'ai apporté cette pierre à l'édifice, à un défi, une réponse à un défi de l'humanité ou plus modestement un défi de la société au moment où on est. Déjà en 2007, j'avais eu, enfin je réfléchissais beaucoup à des concepts de boîte, déjà dans la logique du développement durable j'avais fait un business plan de 100 pages, je me souviens, sur le covoiturage en fait, créer un business model autour du covoiturage. À l'époque, Blablacar et ça s'appelait encore, covoiturage.fr, c'était encore associatif, il n'y avait pas de business model et bon, je pense qu'il y avait une réflexion, parallèle, chez eux également, mais voilà, j'avais eu la même intuition, la même idée, d'un business model autour du covoiturage. J'en ai été dissuadé par, mon entourage. Ce qui est une grande leçon pour moi de l'entrepreneuriat, c'est que si en général la majorité a raison sur la plupart des sujets, sur l'entrepreneuriat, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt une minorité qui a raison. Si on écoute la majorité, on fait rien en fait, Ouais, la plupart du temps. Parce que intéressant. autour de nous, on entend plutôt des gens qui expliquent pourquoi ça peut pas marcher plutôt que pourquoi ça peut marcher. Donc si j'avance juste du coup en 2014, le fait d'ailleurs que Blablacar était devenu une licorne m'a permis justement de lever un peu les freins autour de moi euh, parce que les gens se sont dit ah oui finalement c'était peut-être une bonne idée de se lancer. Et du coup, j'ai cherché à ce moment-là la meilleure idée que j'avais eue, parce que j'avais des idées à peu près régulièrement, tous les mois. Je me suis dit, quelle est la meilleure idée que j'ai eue sur la dernière année? C'était celle de The Plug, parce qu'en fait, j'étais à l'époque directeur général du garage des taxis G7, qui est la première flotte de taxis en France. On avait essayé des véhicules électriques, d'abord des premiers véhicules électriques avec peu d'autonomie qui n'ont pas permis aux chauffeurs de taxi de faire leur journée complète. Ensuite, la Tesla est arrivée, la Tesla Model S. J'ai eu la chance de pouvoir la conduire à l'époque, en 2013, il y a 10 ans. Ça a été une révélation. Je me suis dit, ça y est, si on en est là dans la voiture électrique, c'est lancé. Donc, du coup, on a pu avoir des taxis, on commençait à prendre des taxis dans la flotte. Enfin, on a commencé par 2 Tesla dans la flotte, sauf que les chauffeurs habitaient en immeuble, les premiers chauffeurs à qui on voulait la confier, et il n'était pas question, d'après leur syndic de copro, qui se branche sur l'électricité des parties communes. Du coup, j'ai appelé EDF, Engie, tous les fournisseurs d'énergie pour leur demander une solution et ils n'en avaient pas. Donc, je me suis dit, bon, voilà, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, c'était vraiment Ouais. répondre à une question, à une problématique,
Et dans ma recherche, effectivement, ça cochait toutes les cases. C'est-à-dire, c'était à la fois utile en termes de réponse aux grands enjeux du moment, qui sont encore plus importants maintenant, mais déjà en 2014. Donc le réchauffement climatique, la pollution sonore et aérienne en ville, enfin, tous les grands enjeux de demain étaient déjà concentrés là-dedans. Moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, on disait ouais, mais le véhicule électrique, ça marche dans les maisons, mais dans les immeubles, ça va pas trop marcher. Et donc, ça revenait quasiment à dire qu'en fait, le véhicule électrique n'avait pas de sens parce que là où il a du sens, c'est justement dans les centres-villes. On parlait de pollution de l'air, pollution sonore, etc. C'est surtout là qu'on a besoin du véhicule électrique. Et on expliquait que si on habitait en centre-ville, on ne pouvait pas avoir de voiture électrique. Donc, je me suis dit, non, il faut résoudre le problème. Voilà. Alors, il fallait quand même avoir comment dire, une vue un peu longue et une vista un peu business sur la pénétration du véhicule électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça semble presque évident, mais si on se remet en 2013-2014, on était sur un marché qui était quand même anecdotique, hein. Euh, qu'est-ce qui t'a convaincu qu'il fallait parier sur ce marché du véhicule électrique? Ouais, c'est vrai que j'ai souvent cette question, parce que pour beaucoup de gens, l'évidence du véhicule électrique, et même d'ailleurs pour beaucoup, c'est pas encore évident, mais pour beaucoup, c'est apparu quand Tesla a commencé à être vraiment connu, à partir de quand ils ont sorti la Model 3 vers 2017, 2018, etc. Mais en réalité, quand on suivait un peu, enfin moi j'étais déjà dans l'automobile en fait avec le taxi, et puis c'est un de mes dadas, l'automobile, donc en fait c'était évident déjà que l'électrique était l'avenir de l'automobile. Heu, pour des raisons, même physiques. Enfin, c'est les mêmes raisons qui ont poussé Elon Musk à investir dans Tesla, dès, 2004. C'est que les autres solutions, n'ont pas d'avenir. Enfin, Ouais. donc, voilà, ce serait trop long à détailler, mais, même d'un point de vue purement, d'ingénierie, en termes d'ingénierie, le seul moyen d'atteindre une efficience compatible avec ce qu'on veut demain en termes de monde efficient énergétiquement, c'est d'avoir une voiture électrique parce qu'il y a 97% de l'énergie captée par exemple sur un panneau solaire qui va dans les roues. Sur un véhicule thermique, c'est à peu près 40%. Avec l'hydrogène, c'est dans un monde idéal où on n'est pas du tout aujourd'hui, ça serait 60%. Et aujourd'hui, c'est plutôt 40 aussi, 30 ou 40. Ouais. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, et puis les autres constructeurs, en fait, s'y mettaient déjà. Audi avait sorti la Audi A3 e-tron, Renault avait sorti la Zoé, la Tesla était déjà sortie, la Model S était sortie en Hmm. 2013. Donc c'était en fait, c'était pas du tout si, Ouais. Pour ceux qui savent regarder, c'était pas si. voilà. Ouais, très bien. Alors, je finis sur le sujet de la motivation de l'entrepreneur qui te pousse à te lancer. Euh, Ça fait 10 ans maintenant. Quand tu re-regardes rétrospectivement les motivations qui étaient les tiennes pour te lancer et celles qui continuent à t'animer aujourd'hui, est-ce que ça a changé dans le temps? Est-ce que ce qui te fait avancer aujourd'hui est différent de ce qui te faisait avancer hier? Très bonne question. J'ai pas vraiment réfléchi, mais non, en fait, c'est vraiment la même chose. C'est, répondre bah, aux urgences d'aujourd'hui, quoi, et de demain. Donc, l'enjeu climatique, l'enjeu, de pollution, c'est un pour moi, le véhicule électrique, c'est quasiment enfin, c'est presque un progrès civilisationnel, quoi. C'est-à-dire qu'une ville dans laquelle les véhicules sont entièrement électriques, si on essaie un tout petit peu de se projeter, elle est aussi différente que la différence entre une ville du Moyen Âge et une ville d'aujourd'hui. Enfin, c'est, par rapport à une ville où il y a des véhicules thermiques. C'est tellement plus, silencieux, tellement plus on peut respirer, on peut promener son enfant en poussette sans se dire que: «Tiens, il ne faut pas que je passe derrière les pots d'échappement» et cetera. C'est idiot, mais c'est vraiment c'est un vrai progrès. Très clair. Alors, toujours pour rester un petit peu dans les débuts de l'aventure, est-ce que tu peux nous raconter un peu les toutes premières étapes? J'imagine qu'elles n'ont pas toutes été faciles, mais voilà, les toutes premières étapes de la création de la boîte, voilà, les premiers obstacles franchis, Ouais. au tout début? Du coup, dès lors que j'avais choisi, ce concept, je me suis dit: «Bah, c'est ça que je vais faire». Ça a été assez simple parce qu'en fait, j'ai tout de suite rappelé, plus simple, c'était que j'ai rappelé Tesla. Je leur avais acheté des voitures, je les rappelle, ils me disent: «Ah, tu veux encore nous acheter des des Model S?» Je dis: «Non, non, cette fois-ci, c'est pas en tant que client, c'est je vous appelle pour vous proposer une solution et puis, aussi vous demander si vous en avez besoin ou pas».
Et je leur explique voilà, que j'ai une solution qui permet de... Il n'y avait encore rien de lancé, hein, c'était un business plan. J'ai une solution qui permet de résoudre la difficulté de recharger une voiture électrique en copropriété. Lever les freins à ça. Et ils m'ont tout de suite dit: «Ah oui, mais complètement, c'est hyper intéressant» parce que sur les, je ne sais plus combien de personnes qui sont en attente de signer, il y en a, peut-être la moitié, c'est parce qu'ils sont en immeuble et que leur syndic leur dit: «Non, non, pas question» et donc tant qu'ils n'ont pas la solution de recharge, bah, ils signent pas le bon de commande. Donc «Ah oui, oui, on t'envoie tout de suite des leads». Moi, j'étais pas prêt, j'avais rien fait, j'avais un Excel. J'étais dans mon salon avec un avec un Excel et du coup, bah, là, j'ai tout de suite je me suis dit: «OK, je crée, la boîte», j'ai déposé au greffe les statuts, tout ça, voilà, mais je l'avais pas fait avant. C'est, vraiment, parce que Tesla m'a dit je suis allé au ils m'ont dit: «Bah, viens au salon de l'auto», c'était 2014, octobre 2014. Je leur ai expliqué et tu nous vas nous expliquer. Je leur explique et là, tout de suite, ils me disent: «Ouais, c'est ça qu'il nous faut», et du coup, c'était hyper intéressant parce que, autour de moi, beaucoup de gens étaient sceptiques, voilà: «Ouais, voiture électrique, je sais pas, bon». Mais quand j'entendais Tesla qui me disait, «Il nous faut ça», bon, je me suis dit: «Voilà, Ouais, il faut c'est y bon, aller, quoi. quoi». Ouais, excellent. Alors une autre particularité de l'aventure The Plug, c'est que tu es solo founder, ce qui, est plutôt rare, dans les aventures entrepreneuriales, on va dire qui connaissent un grand succès. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Qu'est-ce qui t'a amené à dire: «OK, j'y vais solo, ça va le faire» et cetera? J'imagine que ça pose quand même quelques difficultés supplémentaires. Est-ce que tu peux nous parler de cette dimension-là? Ouais, c'est intéressant. J'y ai réfléchi, récemment d'ailleurs. En fait, au départ, je voulais plutôt partir à 2 ou au moins trouver un associé dès le départ. J'ai cherché autour de moi et personne n'était dispo en termes de, timing dans sa carrière, et en particulier, celui qui est devenu, mon associé, qui a fait une grosse partie du travail, qui est Nicolas Banchet, à qui je rends hommage ici, d'ailleurs. Je lui avais proposé à l'époque, dès le départ, et c'était pas le bon moment. Il venait de démarrer un job de CEO, salarié. Et en fait, du coup, bah, je me suis dit: «Bah, tant pis», en fait, j'étais pris un peu aussi par le quotidien puisque j'avais tout de suite des leads Tesla qui m'arrivaient. Bon, bah, j'ai démarré, quoi, et puis j'avais toujours en tête de trouver quelqu'un d'autre. J'en ai trouvé un ou 2, mais qui, à un moment, voulaient prendre le contrôle de la boîte. Bon, on n'a pas réussi à s'entendre, donc j'ai continué tout seul et finalement, c'est seulement que plus de 2 ans plus tard que, donc Nicolas et Gilles aussi ont pu me rejoindre. Mais effectivement, j'ai fait plus de 2 ans, dès le départ tout seul avec le même concept, hein, il n'a pas bougé, il n'y a pas eu besoin de pivoter. Et dans ces 2 premières années, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, enfin, où tu as «touché du doigt» entre guillemets, peut-être des limites du solo founder ou finalement, ça s'est déroulé, En fait, ça je assez dirais que simplement? je dirais que ça a autant d'avantages que d'inconvénients. C'est-à-dire que, c'est un peu, comme toujours, seul, on va aussi plus vite sur pas mal de choses. Enfin, les décisions se prennent assez vite, même si on réfléchit aussi beaucoup. Mais, après, j'ai réfléchi aussi, ce qu'il y a, c'est que, je pense que c'est aussi beaucoup lié au software, le fait d'être à 2. Parce que c'est difficile d'être à la fois, très bon, développeur, enfin codeur, voilà, et en même temps un bon manager, avec, tout ce que ça implique, savoir lever des fonds, savoir il y a des gens qui sont capables de faire les 2, ce que j'admire, mais c'est quand même pas si fréquent. Donc en général, c'est un peu la répartition, elle est un peu comme ça. Mais en fait, quand on prend un peu de recul, quand on recule d'une focale, on se rend compte que sur la plupart des grandes boîtes, CAC 40, Dow Jones, et cetera, en fait, en général, c'est plutôt un fondateur ou alors, enfin, bien sûr, quand c'est issu de plusieurs fusions, il y a un fondateur par branche, mais il y a des exemples, bien sûr, de cofondateurs comme Sony avec Akio Morita et son associé, mais souvent, c'est quand même plutôt un fondateur. Donc, en fait, c'est pas si rare. Enfin, Ouais.
Et moi, j'avais fait beaucoup lu de biographies de grands entrepreneurs et ça m'a énormément inspiré en fait. Parce que ça a contribué à dédramatiser pas banaliser, mais Ouais, parce qu'ils ont tous fait des choses assez incroyables à un moment ou un autre. Branson, pas Charles, c'est Richard. l'autre. Voilà, ils ont tous fait des choses incroyables dans leur carrière à un moment donné, mais en même temps, ça paraissait quelque chose d'assez atteignable, un peu comme un job avec un certain challenge, mais réalisable, quoi. Et ça m'a beaucoup inspiré. Très clair. Hem, pour finir sur ce chapitre du début de l'aventure, hem, j'imagine qu'en te lançant, tu t'es fixé une ambition, un certain nombre d'objectifs moyen, long terme, et cetera. Heu, c'était quoi cette ambition et est-ce qu'elle a varié dans le temps, et comment tu t'y es pris pour la définir? Bah, en fait, dès le départ, j'avais choisi, encore une fois, parmi les différentes idées de business model que j'avais choisi celle aussi, encore une fois, qui cochait toutes les cases, voilà, développement durable, etc. Mais aussi marché adressable, taille du marché adressable. Et je voulais potentiellement, enfin, idéalement, quelque chose qui soit global et pas juste une niche locale. Et donc, dès le départ, ce que je voulais, c'était que The Plug soit global. Ça peut paraître ambitieux, voire prétentieux, mais c'était vraiment, ça faisait partie de l'ADN du modèle dès le début. Donc, quand j'ai fait le premier business plan, il y avait déjà l'international dedans. En fait, dès que je me suis posé pour écrire le business plan, en un après-midi, en 3 heures, j'ai défini tous les segments sur lesquels on est aujourd'hui, en fait. On les a finalement attaqués les uns après les autres. L'international. En fait, j'ai essayé de pousser les limites du modèle pour voir jusqu'où il pouvait aller. Et en fait, c'est assez large parce que la problématique de se recharger dans des immeubles, c'est mondial, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, on est en France et aux États-Unis, mais demain, on peut être partout. Enfin, il y Et a donc, est-ce que tu t'es fixé un chiffre magique ou plutôt, une ambition géographique ou des choses comme Bah, ça? c'est vrai que quand j'ai fait le business plan, au début, je me suis dit: «Bon, on va voir si ça vole comme business model». Parce que c'était pas évident quand même de se dire: «On va investir, une infrastructure dans le parking d'un immeuble à nos frais et au départ, il y aura un utilisateur. Il y aura un gars qui va vouloir une prise à 30 balles par mois». Voilà, et moi, j'aurais mis, entre 5 et 10 000 € dans son immeuble. Est-ce que, c'est compatible avec, les TRI et attendu par des investisseurs. Et ben, j'ai fait le business plan avec des projections de véhicules électriques qui étaient pourtant très conservatrices. Et je me suis rendu compte que oui, ça volait. J'étais très étonné. Et même, je me souviens que la première après-midi, j'ai fait 3 heures non-stop de business plan. Et à la fin, j'ai eu le vertige parce que je me suis dit, mais en fait, c'est une licorne, quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, j'étais vraiment. Ouais, Heu, bon, je ne sais pas si on va y arriver, mais on est ça semble bien parti. Super. Alors parlons un peu maintenant d'un sujet qui est toujours important, qui est le sujet de la concurrence, de ce que ça veut dire pour une aventure entrepreneuriale. Quand tu te lances, quel est un peu l'état du paysage concurrentiel? Et j'imagine qu'il a bougé, depuis. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce paysage-là? ouais, il a changé, fortement. Au départ, il y avait quelques pionniers, de la recharge en immeuble parce qu'il y a déjà des gens qui s'étaient attaqués au sujet, mais avec, des solutions un peu différentes et notamment de se brancher sur le compteur, existant, le compteur des parties communes de l'immeuble. Tandis que nous, on investit une nouvelle infrastructure avec une alimentation électrique nouvelle Mmh. et distincte des parties, communes de l'immeuble. C'est ce qui règle tout, c'est ce qui met tout le monde d'accord dans l'immeuble parce que les autres copropriétaires n'ont pas à payer pour le véhicule électrique dans l'immeuble, ce n'est qu'un plus, ça valorise l'immeuble, mais il y a aucun frais. Je fais un peu la pub de The Plug au passage. D'ailleurs, j'ajoute que, dans la présentation initiale, excellente au demeurant, il y a 11 000 immeubles en fait qui ont signé en France avec, The Plug, mais en réalité, on est à peu près à une moitié qui ont installé, le reste n'ayant pas encore d'utilisateurs. Ce qui est normal en fait, parce Ouais. qu'on valide. Il y a un temps de latence, Voilà, et puis on incite les copropriétés à valider en avance de phase, même s'il n'y a pas encore d'utilisateurs déclarés.
démarrer, pour éviter le temps d'attente de l'AG et pour être prêt le jour où il y a une demande. Mais effectivement, cette concurrence a beaucoup évolué. Au départ, il y avait ces petits acteurs qui aujourd'hui font un peu de la figuration, en fait, n'existent quasiment plus. Aujourd'hui, ce sont plutôt il y a surtout The Plug aujourd'hui. On a un autre concurrent qui fait la même chose que nous, qui s'est lancé en, je crois, 2018. Et puis, on a surtout maintenant des concurrents. On a un concurrent étatique, puisque Enedis, le gestionnaire de réseau de distribution électrique, euh, quoique ayant des missions de service public, s'est lancé dans la recharge de véhicules électriques en immeuble. Donc là, ça va être un Intéressant. combat un peu plus de plus gros acteurs. Ouais. Et en tant que CEO, quelle place occupent les concurrents dans tes réflexions? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes très souvent ou finalement tu dis: «Bon, je taille ma route et puis on verra»? Enfin voilà, quelle place ça a dans tes réflexions quotidiennes de CEO? En fait, au moment du lancement, je n'ai pas du tout regardé la concurrence. Je suis resté sur le fait qu'il y avait des clients et des constructeurs automobiles qui voulaient la solution. Et après, je me suis dit, on verra si jamais un jour je trouve qu'il y a un concurrent, bon, bah, tant pis, on sera 2 ou 3 sur le marché. Bon, bah, c'est la vie, il y a de la concurrence. Un jour, j'ai découvert au bout de 6 mois l'un de ces fameux concurrents qui était arrivé avant moi. Et en fait, sur son site internet, il avait à peu près les mêmes éléments de langage, disant que c'était sans frais pour la copro. Et au début, j'ai eu un après-midi un peu de déprime, où je me suis dit, bon, bah, c'est fichu, bon, qu'est-ce que je vais faire d'autre finalement devenir salarié, bon. Tout ça est passé dans ma tête dans l'après-midi. Et après, j'ai réalisé en fait que non, il le faisait différemment et il n'investissait pas l'infrastructure, il mettait pas de capex en fait. Et voilà. Mais en dehors de ça, ensuite, oui, on a continué à suivre la concurrence de près. Ça, c'est sûr. Pour essayer d'être toujours devant, en avance, avec toujours des nouveaux services qu'on a lancés. Par exemple, la garantie mobilité, si ta borne ne fonctionne pas un matin, ce qui est rare avec The Plug, tu as un taxi ou une voiture de location qui est incluse dans ton abonnement, par exemple. Voilà, des services comme ça qu'on a lancés à chaque fois que nos concurrents nous copiaient. Excellent. Alors on va parler maintenant un petit peu de la croissance. La croissance parce que évidemment, tous les entrepreneurs, en particulier, ceux qui sont passés ou qui sont en ce moment chez Tomcat Factory, c'est une obsession pour eux. C'est qu'est-ce que je mets en œuvre, pour générer, une croissance très forte? Est-ce que tu peux nous parler de la recette de croissance, de The Plug? Est-ce que c'est avant tout, est-ce que c'est une histoire de produit? Est-ce que c'est une histoire de go to market? Est-ce que c'est une histoire de culture de la boîte? Voilà, c'est quoi la recette magique de croissance, de The Plug? En fait, c'est intéressant que tu cites ces 3 facteurs parce que pour moi, justement, c'est les 3 que j'allais citer comme étant, les 3 facteurs de croissance. Mais vraiment dans cet ordre-là, c'est-à-dire que, c'est d'abord le produit, vraiment, c'est ça, en tout cas pour The Plug, c'est ça Ouais, qui nous a vraiment ouvert toutes les portes. C'était, le fait d'avoir une offre qui est un no-brainer parce que, ça coûte rien, c'est seulement les utilisateurs qui payent, donc pourquoi s'en priver? Deuxième chose, effectivement, le go-to-market, ça a été un enabler, un facilitateur pour ce produit, puisque on n'est pas allé tirer les sonnettes de chaque copropriété, on s'est appuyé sur des prescripteurs. Donc, les syndics de copropriété, à qui on a demandé de nous envoyer les listes de copropriétés, de leurs copropriétés dans leur portefeuille, et puis aussi les constructeurs automobiles, qui nous envoient des leads. On est aujourd'hui partenaire de 20 marques automobiles, autrement dit presque tout le marché. Et ça, voilà, ça c'était le deuxième point effectivement. Et le troisième point, la culture. C'est vrai que c'est très important. Ça arrive plutôt en dernier parce qu'en fait c'était un peu en réactif. C'est-à-dire que on n'avait pas forcément dans l'équipe des gens qui étaient naturellement habitués à l'hypercroissance. On a plutôt des gens qui avaient été dans des secteurs. Si on prend le taxi, c'est plutôt stable, au mieux. Et non, ça, c'est quelque chose qui s'apprend et on a dû, au contraire, adapter la culture de l'entreprise à la croissance. Mais ces 3 facteurs sont essentiels, oui. alors est-ce que tu peux nous parler du premier, enfin du recrutement de ton premier sales, de ton premier er commercial The Plug?
Comment ça s'est passé? Comment tu t'y es pris? Voilà. Alors en fait, pendant, les plus de 2 ans où j'étais seul, aux manettes, en fait, j'ai pas recruté de sales. Du fait que justement de la stratégie de go-to-market dont on parlait, Ouais. je recevais des leads, des, syndics, qui appelaient en disant: «Bah, on a un copropriétaire qui, ah oui, vous vous souvenez, vous étiez venu pitcher chez nous, bah, justement, il y a un copropriétaire qui voudrait une prise dans un de nos immeubles. Est-ce que vous savez faire?» Bon, et aussi de constructeurs automobiles, pour les mêmes raisons. Et donc, en fait, on avait des leads entrants et on n'avait presque pas besoin de sales. Du coup, je recrutais uniquement des ingénieurs projets au départ, avec l'intérêt que, bah, d'abord, ils pouvaient tout faire, puisqu'ils faisaient à la fois opération et sales, mais en même temps, ils répondaient très bien aux clients et ça nous distinguait aussi pas mal des concurrents, des premiers concurrents de l'époque, puisque on savait répondre à tout, sur toutes les questions techniques, sur le. Parfois, on a des gens qui nous appelaient, hein, qui étaient des anciens d'EDF, anciens retraités d'EDF, qui nous demandaient: «Ah oui, mais attendez, sur le point de livraison, si jamais vous mettez telle puissance, est-ce que ça va supporter?» et cetera. Enfin voilà. Donc, on savait répondre à tout très précisément. Mais quand Nicolas est arrivé, et là, c'est un de ses talents, il a su vraiment scaler le business. Et lui, il a dit: il faut mettre des sales. Bah, on a recruté des jeunes, hein, des juniors. C'était vraiment, on a fait confiance à des juniors, notamment des jeunes femmes, dont 2 qui sont maintenant à la tête des sales, en fait, et qui, voilà, ils ont grandi, ils et elles ont grandi avec l'entreprise. Mais ouais, c'est arrivé assez tardivement. Excellent. Alors justement, tu dis que, il et elle ont grandi avec l'entreprise, il y a de la performance et cetera. Sur la base de cette expérience-là maintenant de quelques années, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence, entre commercialement, entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est vraiment excellent? Ouais, en fait, c'est une question que je me suis posée récemment et j'ai été assez frappé, de voir que, aussi bien dans nos équipes France que dans l'équipe US, que j'ai, connue bien puisque c'est moi qui ai en fait lancé l'activité, US, hein, au départ. Donc j'ai fait les premiers recrutements. Pour les coups, j'ai recruté les premiers sales, Ouais, moi-même à ce moment-là. Ce sont des gens qui sont les très bons, les excellents, sont des gens qui tous ont une organisation qui est vraiment millimétrée au cordeau. Ils ont un funnel, ils s'organisent un énorme entonnoir de leads et ensuite tout est hyper organisé, hyper optimisé. Ils relancent ce qui doit être relancé, mais pas ce qui est pas intéressant, ce qui n'a pas de potentiel, etc. Et au final, il y en a qui arrivent à sortir 10 fois plus de ce qu'on appelle une convention, c'est une convention d'opérateur, donc un contrat entre un immeuble et The Plug, c'est un des 11 000. ouais, Il y en a qui en sortent 10 fois plus par mois que d'autres. Et je ne sais même pas comment ils font exactement, mais en fait, ils ouais, sont hyper organisés. ouais, c'est ça. Euh, c'est, Donc le talent certes, mais c'est quand même beaucoup d'organisation. c'est énormément de travail, d'organisation, tout est millimétré. Et la deuxième chose qui vient aider ça, c'est quand même aussi que bah, ce sont aussi des gens qui sont attirés par la rémunération à la commission. Alors parfois ça peut être juste un jeu, parfois c'est vraiment l'attrait du gain. Mais je trouve que, et c'est un peu une métaphore du capitalisme, le capitalisme a ceci d'intéressant et que je pense la plupart de ses détracteurs n'ont pas compris, c'est qu'en fait il utilise l'égoïsme pour réaliser des projets collectifs qui n'auraient pas été réalisés sans ça. Et les détracteurs ne retiennent que la première partie. Euh, et c'est la même chose avec les sales, en fait. C'est des gens qui veulent, c'est vrai, ils veulent doubler leur salaire et c'est un jeu pour eux et ça les amuse. Et c'est ce qui fait aussi qu'ils acceptent d'être autant sur chaque lead et d'organiser tout ce funnel, voilà. Mais pour le bien finalement global et même de la société, puisque on a un objectif qui va dans le sens de l'intérêt général. Excellent. Pour finir sur cette partie, on va dire un peu, client, commercial et cetera,
Heu, Toi, en tant que CEO, y compris, aujourd'hui, combien de temps tu consacres à continuer à voir des clients, à tu vois, à t'exposer encore à ça? Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, ça s'est fait assez naturellement, mais finalement, c'est un mode de fonctionnement qui est vraiment intéressant, je trouve. C'est qu'avec, Nicolas, qui est, aujourd'hui le CEO, en fait, de The Plug, moi, je ne suis que le président, on s'est réparti les rôles un peu naturellement. C'est-à-dire que lui, en fait, s'occupe de tout l'opérationnel, il chapeaute tout l'opérationnel. Heu et moi, je me suis en fait, attaché depuis, maintenant, plusieurs années, à, aller chercher les relais de croissance, les nouveaux produits, les nouveaux segments, les nouveaux marchés. Et on s'est rendu compte que c'est là que j'étais sans doute le meilleur et qu'il y a des gens qui étaient meilleurs que moi pour être manager, en fait. Ouais. Et en fait, cette dialectique qui s'est instaurée, a été extrêmement fructueuse, extrêmement féconde pour The Plug parce que, hem, en fait, quand il s'agissait, par exemple, de savoir si on allait, sur un nouveau produit, sur, un nouveau, on va parler de l'international, je crois, sur un nouveau marché et cetera, bah, moi, j'étais toujours celui qui disait: «Oui, il faut y aller», en repensant à mon business plan de départ, voilà. Forcément, celui qui fait ensuite, qui scale, il dit: «Attends, stop, non, 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 moi je suis déjà, chargé à ras-bord, je peux pas aller, chercher un nouveau produit, ou un nouveau segment» et donc il y a cette dialectique qui fait que on ne le lance que si vraiment on arrive à convaincre l'autre que oui, il faut le faire réellement, malgré tout ce qu'on a déjà à faire et c'est comme ça qu'on a lancé le B2B. Au départ, on s'est lancé sur la copropriété et ensuite on s'est lancé sur les immeubles de bureaux multi-entreprises, un peu comme ici, Mmh. ce qui était quelque chose qui n'était pas évident non plus pour tout le monde. Et aujourd'hui, on le fait et depuis maintenant pas mal d'années, on est un des leaders aussi sur ce segment. Sur la copropriété, on est le leader en France. Ensuite, sur les flottes d'entreprises, donc les flottes d'entreprises rechargées à domicile, les véhicules de collaborateurs qui sont rechargés à domicile. Donc dans nos immeubles de plug, mais le client est un grand compte. Ça, on a maintenant beaucoup de grands comptes qui passent par nous, qui en fait payent cet abonnement. Au lieu de Ouais. payer une carte carburant, ils payent l'abonnement The Plug à leurs Ouais, donc la collaborateurs. leçon, c'est, un qui défriche, un qui scale. C'est ça. En Ouais, gros, c'est ça. intéressant. Et je pense que honnêtement, ça marche très, très bien et récemment, je, coacher est un bien grand mot, mais j'ai échangé avec un créateur de start-up, qui, justement, se demandait, comment régler un peu la dichotomie entre les 2. Et voilà, je lui ai expliqué que c'est ça vraiment qui avait bien marché chez nous, c'est le fait de séparer, les rôles. Ça s'est fait un peu, naturellement ou par hasard presque, du fait de nos profils Ouais. respectifs, mais ça a vraiment très bien marché. Sinon, je pense qu'on peut avoir un peu une, dissonance cognitive ou on peut être un peu schizophrène à se dire: «Bon, OK, je devrais aller sur ce, segment, mais en fait, je demain parce que j'ai pas le temps là» Ouais, du coup, et on on se lance jamais, quoi, ouais. voilà, c'est ça et c'est comme ça qu'on a pu aussi, se lancer aux États-Unis parce que, n'ayant plus les mains, complètement dans l'opérationnel, France, bah, je suis allé aux US et puis j'ai démarré le business et au début, ils me disaient: «Ouais, c'est bon, Fred, il va faire son truc là-bas», et puis au bout d'un moment, bah, il commence à y avoir des immeubles qui sont installés, on commence à recruter une équipe, et cetera et puis, bah, au bout d'un moment, tout le monde doit se rendre à l'évidence, en fait, on a un business aux US. Ouais, Heu et excellent. voilà. Alors, parlons un peu maintenant de tous, ceux et celles qui ont rendu, ça possible jusque-là, qui sont les salariés de The Plug. Est-ce que tu peux nous parler de ta stratégie de recrutement? Voilà, quel genre de salariés, d'équipiers, tu cherches pour The Plug? Oui, alors ça a un peu évolué parce que, en fait, au départ, notre logique, c'était de prendre des gens, sans expérience, mais talentueux. Donc on voulait, des gens qui avaient fait les meilleures formations, chacun dans leur domaine, un PhD pour le data scientist, des écoles, pour les ingénieurs projets, on prenait, voilà, des centraliens, que des bonnes écoles.
Et en fait, c'est intéressant parce que ça a créé au départ un cœur de culture de The Plug qui était très jeune, où naturellement, sans avoir à forcer les gens dans du team building ou etc., il y avait naturellement des événements qui se créaient, des after-work, etc., bon, classique dans une startup. Et maintenant, en fait, on évolue. Et cette ambiance très, très, très cool, très jeune, reste, mais tout en agrégeant maintenant d'autres profils. On est moins focalisé sur le diplôme parce qu'aussi on a une plus grande diversité de métiers. Et puis on est en termes d'âge, on s'est aussi diversifié. On a des gens maintenant de tous les âges. Donc ça a évolué. Et voilà, mais on a toujours quand même une exigence forte, mais doublée d'une bienveillance. C'est-à-dire que en fait, pour l'instant, on n'a jamais eu à virer, vraiment, à licencier quelqu'un, pour non-performance. C'est-à-dire que et pourtant il y a des gens qui n'étaient pas, au niveau. Mais, en fait, à chaque fois, on s'est assis avec eux et on leur a dit: «Bon, est-ce que tu es vraiment heureux dans ce que tu fais? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens à l'aise?» La plupart, 9 fois sur 10, enfin la réponse c'est quand même: «Bah non, j'y arrive pas, enfin j'arrive pas à faire les objectifs, je comprends pas, je suis un peu largué». Et du coup, ben, on les a amenés un peu à réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te conviendrait mieux? Finalement, tout le monde n'est pas fait pour non plus une start-up avec cette pression de la croissance. Voilà. Et donc, bah, les gens, naturellement, bah, trouvaient un job ailleurs et puis on leur laissait le temps de trouver un job. Et finalement, ils revenaient en disant, puis parfois, ils reviennent dans nos after-work, etc. Et c'est des anciens Ouais. qu'on apprécie beaucoup. Mais voilà, on arrive à avoir à la fois une exigence et en même temps une bienveillance. Ton implication personnelle, dans le recrutement en tant que CEO, tu peux nous en parler? En fait, toujours pareil avec les dichotomies des profils, Ouais. c'est vraiment, Nicolas qui, lui, voit, le plus de gens. Moi, je vois les gens qui sont, C-level, quoi. Non pas que ça soit une question de, enfin de pas vouloir, mettre les mains plus bas ou et cetera. C'est pas ça du tout, c'est uniquement que, il y a une répartition des rôles, quoi, qui Ouais. est, voilà. Donc mais Et sur les C-level, alors enfin, quel est comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu recherches? bah, on essaye aussi de rechercher des gens qui sont un peu hors du commun, quoi, hein, c'est sûr. On a la chance d'avoir un copil, France et maintenant monde déjà, qui est assez, voilà, qui est constitué de personnes, qui ont soit par leur parcours, soit par leur formation ou les 2 en général, un une, démontré un niveau de performance, bon, bah, comme dans toutes les grandes startups, hein. Ouais. Ouais, je dirais que de ce point de vue-là, on se démarque pas forcément énormément. La seule chose peut-être, c'est la culture quand même, The Plug, où tout le monde, si tu interroges des salariés, tous diront qu'ils se sentent vraiment bien. Et je pense que, et au C-level également, malgré la pression, on a la pression, on est aujourd'hui détenu en majorité par un fonds, hein, et donc malgré cette pression, on garde quand même ouais, cette ambiance, cette relative bienveillance qui est importante. Très bien. Alors The Plug maintenant, tu l'as dit tout à l'heure, est dans plusieurs pays, donc France, US et puis, tu vas peut-être nous parler de la suite, en Europe. Comment tu gères ça? C'est-à-dire, comment, toi et Nicolas, vous gérez ce côté multisite? Comment on arrive à garder un peu une unité de boîte? Enfin voilà, quels problèmes ça pose? Quels challenges ça pose et comment tu les adresses? Et ça pose des vrais problèmes en fait. Enfin, peut-être que ça dépend des entreprises, mais il peut y avoir des différences culturelles assez fortes. Et, la différence culturelle de marché, à la différence culturelle de marché peut s'ajouter la différence de culture d'équipe. Et il se trouve que, par exemple, aux États-Unis, on a une équipe qui est, bien que venant d'une scale-up,
ou de plusieurs scale-up sont plutôt dans une logique d'avoir déjà tous les moyens avant de démarrer. Et c'est souvent quand même assez souvent le cas aux États-Unis, même s'il y a aussi, c'est aussi le pays des garages start-up. Mais c'est vrai qu'ils aiment bien avoir les moyens pour fonctionner. Alors que nous, on a fonctionné avec des bouts de ficelle. On a été vraiment souvent avec, enfin voilà, 3 fois rien. Ouais. Donc il y a cette vraie difficulté. Et après, ce qu'il faut, c'est réussir à créer justement une unité au niveau global, un copil global, des échanges entre les équipes. Et ça, c'est vraiment ce qu'on s'attache à faire. Parce que si chaque filiale est dans son coin, c'est là que ça pose Ouais. des problèmes. Très clair. Alors, pour continuer sur l'international, est-ce que tu peux nous raconter aussi l'histoire de l'internationalisation de The Plug? C'est-à-dire, heu, comment tu as appréhendé la décision de dire: «OK, ça y est, il faut sortir de France»? Tu nous as un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu le process de décision qui t'amène là? Heu, voilà, quand c'est le bon moment pour le faire? Est-ce que c'est pas trop tôt, pas trop tard, et cetera? Voilà, que nous raconter un peu ce process de décision. Pour moi, c'était jamais trop tôt. C'est-à-dire que, je voulais le faire presque, day one, quoi. Dès le départ, je voulais qu'on aille à l'international. On a eu un actionnaire, franco-chinois qui est entré assez tôt, en 2016, et j'ai lancé une activité en Chine, en fait, en, 2018. Hem, on a fait, en fait, avec un modèle assez différent, qui sont des stations de recharge, un peu comme le font Electra ou Bump, voilà, des stations de recharge rapides. Et pourquoi? Parce qu'en Chine, à l'époque, c'était le segment qui, était en plein boom, parce que toutes les flottes de taxis, VTC étaient en train de passer à l'électrique, réellement, beaucoup plus encore que chez nous maintenant. Ouais, Et donc il y avait une vraie rentabilité sur ce segment. Et l'idée, c'était de commencer par ça pour ensuite aller vers notre segment principal qui est la recharge en copropriété, parce que là-bas, la recharge en immeuble, bah, c'est le premier marché mondial de notre secteur, en fait, hein, qui est plus gros que tout le reste du monde rassemblé. ouais. Il y a à peu près 800 millions de Chinois qui habitent en immeuble. C'est ça, oui, c'est bien 800 millions. Donc, donc ça écrase tous les autres marchés réunis. Donc le simple fait de pouvoir être sur ce marché, aurait triplé ou quadruplé notre business plan, et cetera. Bon, les actionnaires en ont décidé autrement. Il faut bien qu'on se focalise aussi sur certains marchés. On a décidé d'arrêter l'activité Chine. Voilà. Mais mon rôle, c'était justement de trouver des relais de croissance, des nouvelles choses. Il y a des choses comme ça qui ne se sont pas développées. J'avais trouvé aussi quelqu'un pour développer le business en Australie. C'est pareil, ça ne s'est pas fait. Mais finalement, par contre, il y a d'autres choses sur notre marché en France qui sont en train d'être lancées, qui vont élargir encore notre marché. Puisqu'on est aujourd'hui sur des parkings souterrains, on va maintenant s'adresser à d'autres types de parkings, notamment les parkings extérieurs. Voilà, ça fait partie de notre roadmap. Très bien. Alors je reviens, sur la question des US. Donc The Plug est présent sur ce marché. C'est souvent une question qui se pose pour, des entrepreneurs, des entrepreneuses, français qui connaissent le succès et cetera et qui se disent: «Allez, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va sur le marché américain?» heu, Quels sont les quelques conseils simples que tu peux leur donner sur, l'appréhension de cette question? C'est-à-dire, est-ce que je vais sur le marché américain et comment je dois m'y prendre? Quels écueils je dois éviter? Mmh. Alors là-dessus, j'aurais pas forcément, même si j'ai lancé la filiale The Plug USA, j'aurais pas forcément la prétention d'être un expert non plus du développement aux États-Unis, parce que pour moi, c'était simplement, j'ai vu un petit bout du marché américain en fait, qui était le marché de la recharge dans les véhicules électriques. C'est pas forcément quelque chose qui s'adapte, je sais pas, au software. En revanche, ce que je dirais, c'est qu'il faut pas en avoir peur. C'est-à-dire que c'est un marché comme un autre. Simplement, il faut avoir conscience qu'il faut repartir de zéro. C'est-à-dire qu'on fait une deuxième fois la boîte, quoi. Il y a pas beaucoup de choses qu'on peut complètement Ouais, réutiliser. Même si on a un produit qui est à peu près le même,
Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais c'est pas plus compliqué, je dirais, de lancer une boîte aux États-Unis qu'en France, à mon sens. Euh, Aujourd'hui, on parle anglais, il y a pas de barrière de la langue réellement, donc c'est pas plus difficile. Par contre, À il faut cer- accepter de repartir de presque zéro, voilà, comme tu c'est le dis. ça. À certains égards, c'est même plus simple, mais pas à 100% non plus. C'est-à-dire que on dit qu'en France, c'est très difficile de créer une entreprise, c'est pas si évident que ça. Il y a aussi des vraies, facilités, dans le modèle français pour créer une entreprise. Mmh. Donc, c'est en tout cas, il ne faut pas en avoir peur, mais il faut être conscient qu'on doit repartir de zéro et qu'on ne pourra pas plaquer le modèle, Très sur le clair. marché américain. Alors, tu parlais du produit, si on zoome 2 secondes là-dedans, si on parle un peu du produit The Plug, qui, tu vas peut-être nous le redire, mais c'est un mélange de il y a du hardware, il y a un peu de software quand même, il y a du service et cetera. Est-ce que tu peux nous parler de ton implication, en tant que CEO dans la roadmap produit? Voilà, quel rôle tu joues là-dedans? Et notamment dans, ce sujet toujours très important qui est la priorisation des objets qu'on met dans la roadmap. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qu'on fait plus tard? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ça s'est fait encore une fois par la même dialectique, quoi. Donc, on n'a pas eu besoin de mettre en place une méthode très complexe de roadmap produit. Ça a été, à chaque fois, je proposais un nouveau champ à cultiver, qui était au-delà de la haie de notre champ existant. Et puis, en général, on me répondait: «Ah non, c'est pas le moment. On doit déjà labourer tout notre champ». Bon, en fait, c'est justement en montrant, en général, j'y allais tout seul. Le B2B, c'est ce qui s'est passé. Je suis allé, signer les premiers contrats, avec, des foncières tertiaires, avec, des grands comptes comme, Saint-Gobain, Française des Jeux, Yves Rocher, Coca-Cola pour des comptes, flotte, pour la recharge des collaborateurs à domicile. Voilà, et une fois que les premiers contrats étaient signés, on me disait: «Ah bah, finalement, c'est pas si mal. OK, on va mettre une équipe». Et au départ, c'était non, pas question, voilà, et aussi bien chez les investisseurs, au board, et cetera. Parce qu'on a beau être fondateur, on décide pas de tout, hein, Ouais, on est vraiment, face à un board, c'est vraiment collégial. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, en ouais. fait, et la roadmap produit, elle s'est faite comme ça, voilà, le fait d'aller, ce que j'appelle le produit chez nous, nous, on est vraiment un opérateur de service, donc, on est un intégrateur de solutions. On produit rien finalement, donc les produits, ce sont, justement ces offres, en fait, Ouais, l'offre B2B, l'offre B2C, l'offre pour, tel type de parking, l'offre pour les grands comptes, et cetera. très clair. Est-ce que, la notion d'usage des produits ou des offres, de The Plug, c'est un truc, qui est important pour vous? C'est-à-dire la capacité à regarder exactement, ce que font les clients avec les offres, à quel point ils les consomment, est-ce qu'ils les consomment peu, pas beaucoup, pas beaucoup et cetera? Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe et qui occupe une partie de ton temps? Alors déjà, chez The Plug, on regarde beaucoup les datas, oui, c'est vrai. Dès le départ, en fait, enfin, surtout quand Nicolas et Gilles, surtout, sont arrivés, on a mis en place grâce à eux, Salesforce, en fait. C'est Gilles d'ailleurs qui a tout codé au départ, tout paramétré, et on a commencé à suivre, des indicateurs de, nombre d'immeubles signés, en temps réel, hein, quasiment, nombre d'immeubles signés, nombre d'utilisateurs par immeuble, et puis ensuite toutes les métriques d'usage, et cetera. Chez nous, l'usage, c'est un peu moins, critique peut-être que dans d'autres secteurs, puisque ce qui compte, c'est, à ce stade encore aujourd'hui, c'est justement la conquête, d'avoir un maximum d'immeubles, puisqu'une fois qu'on a les immeubles, normalement les utilisateurs vont arriver, mais on a moins la main là-dessus, puisque, ça dépend de l'adoption du véhicule électrique, sur le marché en général. C'est-à-dire que les gens ne choisissent pas une borne The Plug, premièrement, ils choisissent premièrement un véhicule et ensuite ils ont besoin de la borne. C'était vraiment effectivement une démarche, qui s'est faite comme ça, heu Très clair. Hem, on parle souvent de la notion de résilience comme étant ou la qualité de résilience comme étant une qualité essentielle d'un entrepreneur. Si on parle un peu de ça,
Si tu fais appel à tes souvenirs, peut-être, j'imagine plutôt de la première partie de l'aventure The Plug, est-ce que tu peux nous parler de ceux ou de ces moments où, peut-être l'aventure aurait pu s'arrêter? Enfin, ces moments un peu critiques qui arrivent quand même souvent dans les aventures entrepreneuriales. Est-ce que tu en as vécu? Est-ce que tu peux nous en parler? On en a vécu plusieurs. Il y avait, le premier, c'était, celui que je citais où, j'ai découvert un concurrent. Ouais. J'ai failli, mais après bon, c'est reparti. C'était un moment d'ailleurs où il y avait des hauts et des bas, tous les 15 jours, je me disais: «Bon, c'est mort», heu et 15 jours plus tard, je me disais: «C'est incroyable, ça va être dingue». Heu, c'est vraiment, un roller coaster, mais concrètement, en fait, avant chaque levée de fonds, on était à court de kérosène. On n'avait plus de sous, on savait pas comment on allait Même dans le payer. véhicule électrique, il faut du kérosène. Ou à court de batterie. Et mais je voyais plutôt la métaphore de l'avion parce qu'on était moteur coupé Ouais. et on planait. On pouvait payer les salaires de la fin du mois, mais au-delà, non. Donc à chaque fois, la levée de fonds s'est faite, dans le Ric-rac. mois où on ne Ouais. pouvait plus payer les salaires. Donc elle ne pouvait pas être décalée. Et il y a une fois, donc à chaque fois, c'était vraiment très, très juste, mais il y a eu une fois, et c'était pendant le Covid, donc 2020, c'est ça? Où là, ça a été, assez, dramatique puisque on avait cette levée de fonds qui était quasiment faite en fait, pour février, et le Covid est arrivé, bah, enfin Ouais. Le confinement, ouais. le confinement est arrivé, je crois que c'était mars? Non, Absolument, février. absolument. Heu, Mars 2020, je me souviens très bien. voilà, et donc l'investisseur nous appelle en disant: «Bah, finalement, on va pas investir. En tout cas, on met tout On freeze. en freeze, on met tout en gel et on verra, plus tard». Et alors qu'on n'avait plus, là aussi, plus de kérosène, on a tenu 9 mois et on a fini par faire la levée de fonds avec ce même investisseur en novembre. Waouh! Et donc comment on a fait pendant 9 mois pour tenir sans carburant? C'était vraiment, Alors, c'était quoi épique. c'est quoi la recette? Eh bien, en fait, on avait la chance dans notre métier, bah, évidemment, c'était la crise, donc on s'est, réunis, on a cherché tous les leviers. Alors évidemment, il y avait certaines, on a gratté tous les fonds de tiroir. Il y a des choses qu'on pouvait faire, il y avait les PGE, les prêts garantis par l'État, il y a eu des choses comme ça, mais la chose qui nous a vraiment permis de tenir, c'est qu'en fait, on est une entreprise qui, investit dans les immeubles. Et on avait déjà investi plusieurs millions d'euros, dans, des copropriétés. Et on venait, ouais, peut-être, 1 an avant ou 2 ans avant, de, signer un contrat, pour du leasing, du leaseback de nos infrastructures. C'est-à-dire qu'au départ, on les finançait, sur fonds propres, et ensuite il y a un fonds qui s'appelle Néoté Capital à qui je rends hommage également puisqu'ils nous ont, ils nous ont accompagnés, d'une très belle manière, hem, qui nous a permis de financer nos actifs, avec, voilà, avec des taux bien plus avantageux que l'equity. Hem Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé les voir et on leur a demandé: «Est-ce que ça vous intéresse de refinancer tout ce qu'on a investi au départ, par l'equity?» Et ils ont dit: «Ah oui, ça nous intéresse». Et du coup, on a libéré plusieurs millions de cash comme ça, Waouh! et c'est comme ça qu'on a tenu, jusqu'en novembre. Mais, c'était chaud. Comme dit le proverbe, «La contrainte crée le talent». Ouais, Là, ah bah, c'est sûr. vous avez trouvé le levier. Est-ce que tu peux nous parler dans la même veine de, peut-être la plus grosse erreur que tu as faite, dans ces 10 ans d'aventure The Plug, et ce qu'elle t'a appris? Alors déjà, je dirais qu'avec, Nicolas et Gilles, je dirais qu'on n'a pas fait de grosses erreurs stratégiques. Après, on peut toujours débattre, vous auriez peut-être dû faire ci, faire ça. Mmh. Je pense qu'on a été aussi bien accompagnés, on avait un bon board, et cetera, mais je pense qu'on n'a pas fait de grosses erreurs. Il n'y a pas de choses sur lesquelles je me morde vraiment les doigts. Et je pense que c'est lié au fait on a toujours eu une culture, des chiffres, je dirais une culture scientifique de la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire que, pour toute décision, en fait, on modélisait. Et donc le juge de paix, c'était la modélisation. Que donne le business plan qui était modélisé, qui modélisait en fait qui modélise toujours notre, marché, dans les moindres détails. Qu'est-ce que ça donne? Une nouvelle offre, un changement sur le marché, une subvention, qu'on pourrait ou ne pas avoir, et cetera.
on fait la modélisation et en fait, ça met tout le monde d'accord à la fin parce que tous, on a l'avantage, je pense, entre associés, d'être tous des gens qui préfèrent voir la vérité que d'avoir à tout prix raison. Donc parfois, même si on n'était pas d'accord, celui qui avait tort se disait, ah bah oui, c'est effectivement, ça, vous avez raison les gars, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Et on a progressé ensemble, quoi. Et voilà. Et donc, ce goût pour tout modéliser nous a, je pense, évité pas mal d'erreurs. Malgré tout, il y a une chose qu'on n'a pas vue, et ça, je le regrette un peu. Mais ça nous est arrivé comme souvent pour les erreurs, ça nous est arrivé par derrière, quoi, par quelque chose, enfin, par un aspect qu'on n'avait pas du tout imaginé. Je dirais même qu'on a regardé à 360 et ça nous est arrivé par au-dessus, quoi. C'est en fait l'étatisme français en matière d'économie. Ça, on l'avait pas anticipé. Heu, c'est pas pour le critiquer à 100 puisque ça a aussi du bon dans certains aspects, mais le concurrent principal qu'on a maintenant, c'est cette entreprise de service public qui est Enedis, qui est voilà, une société de service public qui se met à faire de la recharge en copropriété avec des avantages tirés De son statut, ouais. de son statut et en particulier financièrement Mmh. de la taxe, ou enfin du tarif d'utilisation des réseaux d'électricité qui est payé par tous les Français. Et ça, c'est un avantage qu'on ne peut pas avoir nous. Et donc là, on regardait autour de nous d'où pouvait venir la concurrence, même de l'étranger, de partout, la disruption d'une nouvelle start-up. On a tout regardé et on ne s'imaginait pas que ça viendrait de là. Et donc c'est une erreur Ouais. et il faut y penser quand on est en France. Sur nos autres marchés, on n'a pas du tout ça. Aux États-Unis, tous les utilities adorent travailler avec The Plug. Ça leur permet de faire des crédits carbone. Ils nous disent tous, oh, bah non, nous, on va jamais aller jusqu'au consommateur final, mettre des bornes de recharge, etc. Nous, notre métier, c'est d'apporter de l'électricité. Mais en France, voilà, on a la tentation, comme dans d'autres secteurs, hein, de toujours faire aussi un acteur public Ouais. dans le secteur. Bonne leçon. Hem, pour terminer là-dessus, est-ce que tu as souvenir sur ces 10 années de trajectoire-là, d'un conseil qui t'a été donné, qui t'a particulièrement, positivement influencé ou qui a été un peu clé pour toi? J'ai eu pas mal de petits conseils qui étaient intéressants, bien que je me sois pas tant que ça entouré, si ce n'est par les membres du board qui ont été super. Mais je dirais que le principal conseil, honnêtement, et sans faire une séquence lèche-bot, c'est c'est lorsque tu es venu chez nous il y a maintenant au moins 2 ans Ouais, pour nous parler d'activation client. ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est pas naturel dans notre culture puisque nous, on cherchait avant tout à conquérir des immeubles en se disant, encore une fois, comme des champs, et en se disant qu'un jour, les plantes allaient pousser, les cultures allaient pousser dans ces champs. Mais l'idée de dire que en fait, on peut quand même Arroser un peu le champ? arroser un peu, mettre de l'engrais et voilà, et que ça pousse quand même un peu, Ouais. même si on est encore une fois en deuxième rideau, puisqu'on est on n'est pas on est un achat lié on est un achat lié finalement à l'automobile et non pas un achat primaire. Et ça nous a quand même aussi beaucoup fait réfléchir et en particulier, moi j'y pense tous les jours. Donc Ouais, non, merci bah, pour ce écoute, je conseil. suis flatté. Très bien. Et si on termine par des words of wisdom, comme on dit, si tu avais un ou 2 conseils à donner aux entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent ou qui sont avec nous dans la salle, quels seraient ceux ou ces 2 conseils, ces 2 mots de sagesse que tu pourrais leur transmettre? Ouais, je pense à 2 choses. La première, c'est voir grand. C'est-à-dire que c'est aussi le fait d'avoir sélectionné un modèle qui était global, qui touche tout le monde. Enfin, l'automobile, qui n'est pas Ouais. touché à un moment ou à un autre par l'automobile, même si on n'en est pas forcément propriétaire, etc. Mais euh, ça a beaucoup servi parce qu'on est sur un marché très grand. Ouais. Et de ce fait, on n'est pas à la merci d'une niche qui peut s'arrêter, ou etc. Donc je dirais, voyez grand. Après,
tous les business models ne pourront pas être non plus globaux, mais ouais, n'hésitez pas à voir grand. C'est aussi ce que j'ai. Ça peut être d'ailleurs à un niveau, sans penser forcément à un niveau global, mais encore une fois, une des startups que j'accompagne un peu, je leur disais, eux, ils voulaient juste vendre leur software dans leur secteur en B2B, et ça s'adresse à une fonction de l'entreprise. Et je leur ai dit, mais en fait, là, tu vas juste vendre des abonnements à cette personne, une personne dans l'entreprise qui a ce problème-là. Mais si tu dis, attends, moi je suis tellement sûr de mon service que tu vas m'outsourcer toute ton activité, et là on parle d'un montant qui est peut-être x10 au moins en termes de taille de marché, ou peut-être même x100. Tu vas m'outsourcer tout ton marché, et moi je vais te l'optimiser, je te garantis 5, 10%, 15% d'économie, parce que je suis vraiment sûr de mon modèle. Et au lieu de te laisser faire et de te vendre l'outil, je vais te prendre ton marché et je vais te le rendre avec des économies. Ouais. Et du coup, on s'adresse, la base sur laquelle on s'adresse, le dénominateur, est 10 fois plus grand, quoi. Donc ça, c'est la première leçon, quoi. Premier Première conseil, leçon. c'est trouve un gros marché. Voilà, exactement. Et essaie de l'étendre si au départ tu es parti sur. Ça ne veut pas dire que l'idée est mauvaise, mais essaie de voir si tu peux pas l'étendre, voilà, en prenant tout le sous-jacent finalement, au lieu de Ouais. juste prendre l'outil. Deuxième chose, je dirais, c'est ayez des plans B, et en particulier sur les levées de fonds. Apprenez à faire planer l'avion. C'est ça, Pour exactement. reprendre. Exactement. Il faut avoir une réserve de kérosène à l'arrière. Et puis il faut aussi avoir les parachutes. Bon. Mais voilà, parce que les levées de fonds, ça prend toujours 2 ou 3 fois plus de temps que ce qui est prévu, même dans ce qu'on a prévu Ouais. dans le scénario le pire. L'exemple du Covid voilà, est un exemple, mais même dans toutes les autres levées de fonds, ça a pris beaucoup plus de temps. La levée de fonds de 240 millions, elle nous a pris 1 an. On peut dire que depuis le début, le management, on a passé, je pense, 50% de notre temps à travailler sur uniquement le financement de la boîte, entre les levées de fonds et le leasing des Ouais. actifs. Je pense 50%. On a géré la boîte que 50% du temps. Mais c'est aussi ce qui a créé une barrière à l'entrée, parce que sinon on peut se dire, qu'est-ce qui retient quelqu'un de faire du The Plug? Ouais. C'est qu'il faut aller convaincre des investisseurs. C'est CapEx intensive. Donc, Oui, voilà, CapEx intensif, ça peut faire peur. ouais. Il y a aujourd'hui de plus en plus de fonds infra. On a la chance d'être accompagné aujourd'hui par un grand fonds infra. Mais il y a quelques années, il y a 8 ans, c'était pas si développé que ça. Aujourd'hui, ces fonds infra font des fermes photovoltaïques, enfin des fermes éoliennes, des champs photovoltaïques, etc. Il y a 8 ans, c'était beaucoup plus rare. Ok, donc les deux conseils, c'est think big and have a plan B. C'est ça. Excellent. Si on termine par le futur, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vois devant, d'abord pour The Plug, donc c'est quoi la suite de l'aventure, comment tu la vois en termes de croissance, peut-être de géographie, de produits, de financement, etc. Et puis aussi à titre perso, comment tu vois toi ton avenir avec The Plug, donc voilà, sur ces deux plans-là. La vision de The Plug, et je dirais que l'intérêt, c'est qu'on commence un peu à la toucher du doigt, et il y a 8 ans, on pouvait en sourire, c'est le fait de devenir un, ou sinon, si possible, le leader mondial de la recharge pour véhicules électriques en immeuble privé. Aujourd'hui, objectivement, je pense qu'on c'est le cas. On est, je pense, le leader. Même mondial, même si on est surtout en France, parce que les autres sont très petits et sont pas multi-marchés non plus. Donc asseoir et enfin réaliser réellement cette vision, ça c'est vraiment l'objectif pour les prochains mois, prochaines années. Ça passe par l'expansion en Europe. Et là, on a un plan assez costaud qui va démarrer très bientôt sur l'Europe. Pour l'instant, on va se concentrer sur ces marchés-là. Ensuite, il y aura peut-être une deuxième vague. On verra sur d'autres marchés.
comme on le disait, ça peut s'appliquer pratiquement dans le monde entier. Donc, Et d'un point de vue financement, la boîte doit avoir des prochaines étapes où là, l'avion peut planer jusqu'au bout du monde maintenant? a priori, on n'a pas forcément besoin de refaire une levée de fonds. Donc, maintenant, on va aller, on ne sait pas vers où, quel sera notre avenir ensuite, enfin, et surtout quel avenir voudra donner à The Plug notre fonds ICG, hein, qui nous détient majoritairement aujourd'hui. Est-ce que ça peut être une revente à un autre fonds, à un acteur stratégique? Tout est ouvert. Une IPO, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais pour l'instant, c'est encore complètement ouvert. OK, et alors donc à titre plus personnel, comment tu vois toi ton avenir, avec The Plug ou même peut-être après? Enfin, comment tu réfléchis à ça? Je vais continuer à contribuer autant que possible, à la fois dans mon rôle justement d'aller chercher des nouveaux, segments, des nouveaux Le marchés, défricheur? voilà, de défricheurs que j'aime bien. J'aime bien aussi parce que je suis un peu le seul en fait à le faire, donc d'abord c'est d'autant plus facile effectivement si on si on n'a pas de concurrence, mais mais voilà, je vais continuer à faire ça et puis, bon, après, j'ai pas forcément vocation à rester toute ma vie, forcément chez The Plug puisque, d'abord, voilà, il y a maintenant un fonds qui est majoritaire, mais il y a encore des très beaux challenges à faire. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est vrai que j'ai en tête, quelques idées de business ou de projets, qui même, pour certains dépassent encore The Plug en termes d'ambition et Très j'espère bien, pouvoir les réaliser, un jour. excellent. Frédéric, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour, cette nouvelle édition de la grande interview, Tomcat Factory, Yali, et à très bientôt pour, d'autres nouvelles sur The Plug. Merci beaucoup. merci.